Bien. Monsieur Rahim Ettor, mes chers collègues, mes chers étudiants et étudiantes, chère audience, bonsoir, ravi de vous retrouver lors de ce webinaire qui fait partie d'un ensemble de webinaires qui vont être traités durant les jeudis de réflexion sur le Covid-19. C'est un webinaire qui va traiter une thématique très riche, très importante, d'actualité aussi, qui est le Covid-19, quel impact sur l'économie nationale et internationale. Bien sûr, on va analyser les retombées, on va analyser les recommandations aussi. Avant de présenter les travaux de ce webinaire, j'aimerais bien remercier M. Rahim Ettor, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmilloul, d'être parmi nous ce soir. Merci pour votre soutien continu. Merci pour vos encouragements et pour votre aide aussi, parce que c'est grâce à votre soutien que ce genre d'événements, bien sûr, auront lieu. Je remercie aussi les collègues qui ont répondu oui à notre invitation pour débattre un sujet aussi important que l'impact du Covid-19 sur l'économie. Sans oublier de remercier aussi les administrateurs de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmilloul. Parmi eux, il y a M. Hassan Dili, vice-doyen, chargé de la pédagogie. Aussi, nous avons Absamad Rachidi, responsable de scolarité. Nous avons également M. Adil Wafi, qui nous porte le soutien qu'il faut pour régler, bien sûr, tous les problèmes techniques en relation avec les webinaires. Merci à eux, bien sûr, sans oublier de remercier nos chers étudiants qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire. Avant de passer la parole et de présenter les travaux de ce webinaire à mes chers collègues, j'aimerais bien donner la parole à M. Rahim Ettor, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmilloul, pour inaugurer et pour dire son mot d'ouverture. À vous la parole, M. Rahim Ettor, s'il vous plaît. Merci, madame. Navré de ce retard dû aux problèmes techniques. L'organisation à distance, c'est une première expérience pour nous. D'abord, je tiens à vous souhaiter une autre fois bon ramadan, bon confinement à vous, mais également à tous ceux et celles qui nous suivent via la page Facebook de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'être les lunes. Je profite de la même occasion pour adresser les vifs remerciements. Il y a un problème de temps. Parce qu'il y a madame Kabila. Oui, monsieur. Non, il y a un problème. Il y a un chevauchement de son. Je vous entends très mal. Ah. Donc, je crois qu'il faudrait désactiver les micros. Oui, il faut désactiver Monsieur Adil Jouali. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Adil Jouali, désactivez votre micro. Ah, le problème est réglé. Donc, la source du problème, c'est Jouali. Le problème est réglé. Donc, donc, mes vifs remerciements sont adressés à vous. Vous avez organisé cette conférence à distance portant sur un thème important, un thème d'actualité, un thème qui intéresse toute l'humanité. Vous savez que la crise Covid-19 a surpris les gouvernements de la planète entière par sa gravité, mais également par sa brutalité.
les effets néfastes, les conséquences fâcheuses de cette pandémie sur l'économie en général et sur l'économie marocaine en particulier sont pour l'instant très difficiles à évaluer avec exactitude. Mais il est certain que l'on peut d'ores et déjà ressentir que notre économie nationale s'éloigne bien davantage de la surface idéale du carré magique de Kaldor. Premièrement, une croissance économique faible ou nulle, car nombreuses sont les entreprises qui ont fermé leurs portes, soit de façon définitive, soit de façon provisoire. Et même les entreprises qui ont préféré de continuer à exercer leurs activités, elles se trouvent en situation de sous-emploi à cause du confinement, des mesures préventives, mais également à cause des difficultés d'approvisionnement. Deuxièmement, le taux de chômage s'aggrave. D'ailleurs, c'est une conséquence des emplois, des facteurs de production et de la stagnation, de la croissance économique. Dans la mesure où la fermeture des entreprises, le licenciement total ou partiel et le ralentissement du rythme d'investissement et de la création des entreprises impactent négativement le marché de l'emploi. Troisièmement, il y a eu certainement une aggravation du déséquilibre extérieur. À cause de quoi? À cause, premièrement, de la chute des exportations due à la fermeture des frontières marocaines, mais également des frontières des pays étrangers auxquels le Maroc adresse habituellement ses biens et services, mais également à cause de la réduction de la demande extérieure, parce que toujours et à chaque fois qu'il y a récession, il y a crise économique, il y a généralement réduction de la demande. Il y a également une crise de tourisme. Et le tourisme est générateur de devises. Il y aurait également la chute des transferts des résidents marocains à l'étranger. Il y aurait certainement un gel au niveau des investissements extérieurs à cause du confinement et à cause de la réduction ou de la chute de la demande en général. Il y aurait certainement également la rareté
des dons, internationaux reçus, car les pays donateurs sont également en crise. Dans ces conditions de récession, en période de sécheresse, c'est notre deuxième année de sécheresse, il y aurait certainement un épuisement des réserves en devises. Et le Maroc, il est déjà, il faut le dire, il est déjà contraint, il est déjà obligé de faire appel à l'emprunt, à la dette extérieure. Et c'est déjà fait, puisqu'il a activé sa ligne de précaution et de liquidité auprès du Fonds monétaire international. Également, on a émis une loi pour déplafonner le montant de l'emprunt à contracter sur le marché étranger, bien entendu, sur le marché extérieur. C'est vrai que dès les premiers jours de cette pandémie, Sa Majesté le Roi a dépêché un avion pour évacuer les ressortissants, pour évacuer les étudiants étrangers, les étudiants marocains plutôt à Wuhan. On a constitué également, ou bien on a assisté à la constitution d'un comité de veille économique qui a procédé à la prise d'un certain nombre de mesures pour essayer d'atténuer les effets néfastes de la crise. On a octroyé des dons aux nécessiteux. On a également accordé un certain nombre de faveurs au profit des entreprises sur le plan fiscal, sur le plan financier, je fais allusion aux banques, bien entendu, et sur le plan social vis-à-vis de la CNSS. Il y a eu également la fermeture des frontières, il y a eu le fait d'imposer le confinement, il y a eu également un plan de, je dirais, un plan de relance économique, etc. Or, la gravité de cette crise et ses conséquences sur le plan économique et social dépend du temps que la crise va prendre. Traditionnellement, il y a trois scénarios. Trois scénarios sont envisageables pour sortir de la présente crise. Un scénario optimiste, un scénario pessimiste et un troisième scénario médian ou intermédiaire. S'agissant du premier scénario, c'est-à-dire le scénario optimiste, ce scénario suppose que, puisque le protocole
de traitement s'avère efficace, puisque la durée de guérison devient de plus en plus, c'est-à-dire moins de 7 jours, moins d'1 semaine. Moins d'1 semaine. Également, puisque on est sur le point d'atteindre le plateau d'épidémie. Et par conséquent, le pic épidémique. D'après ce scénario, la crise va prendre fin bientôt, avant même la fin de l'année. Et l'économie va reprendre ses souffles. Quant au deuxième scénario, le scénario médiane, ce scénario reprend les mêmes hypothèses que le premier, sauf qu'il suppose que la durée pour sortir de la crise va prendre, c'est-à-dire un peu de temps. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans même. Quant au troisième scénario, qui se veut pessimiste, ce scénario suppose qu'il est très difficile de combattre définitivement le virus. Pourquoi? Tout simplement parce que le virus change. Parce que il est très difficile, dans ces conditions, d'inventer un vaccin efficace. Et par conséquent, la pandémie va prendre beaucoup de temps. Ça peut aller jusqu'à 4 ans, 5 ans. Et par conséquent, les effets et les conséquences sur l'économie marocaine, à l'instar de l'économie des autres pays, seront très fâcheux, seront très néfastes. Donc, pour ne pas être lent, Madame Abou Hafs, je vous cède la parole. Et je souhaite bonne réussite aux travaux de cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur Rahim Tor, pour votre intervention enrichissante, très pragmatique, qui a traité beaucoup de points en relation avec l'impact du Covid-19 ainsi que les scénarios probables dans le futur et comment il faut faire face à cette pandémie, à cette crise pandémique suite à ces 3 scénarios que vous venez de présenter. Bien. Donc, je vais passer maintenant vers la présentation des travaux de ce webinaire, tout en présentant bien évidemment les sujets ainsi que les travaux de chaque collègue, les enseignants, chercheurs, ainsi des professionnels et des experts en la matière. Donc, je vais commencer par professeur Nessiba Boussaïd. Donc, Nessiba Boussaïd, c'est une enseignante-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmelloul, qui va traiter l'impact et les conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19 sur le plan international et national, état des lieux et solutions. Madame Boussaïd, bonsoir. Donc, je vais passer vers une deuxième intervention, celle de professeur Adil Jouali.
professeur, enseignant, chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Etimloul. Il va traiter le Covid-19, quelle retombée sur l'économie internationale. La troisième intervention portera sur M. Hamza Chouet, qui va nous rejoindre tout à l'heure. C'est un auditeur, consultant financier chez KPMG Paris France. Son intervention portera sur l'impact du Covid-19 sur l'économie marocaine actuelle et projections sur l'avenir. La quatrième intervention est celle de M. Sharadi Ahmed. C'est un délégué du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique à Gadir. Il va traiter les mesures prises pour faire face aux effets induits du coronavirus Covid-19. La cinquième intervention est celle du professeur Tassouti Rachid, enseignant-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Son intervention, c'est que peut-on tirer comme première leçon de la pandémie eu égard au contexte économique mondial. Et la dernière et la sixième intervention est celle du professeur Habiba Abou Hafs, qui est bien évidemment moi, et coordinatrice ainsi que modératrice de cet événement. Je vais traiter le sujet du Covid-19, analyse économique et recommandations. Je pense que je vais commencer les travaux de ce webinaire par donner la parole à la professeure Nassiba Goussaïd. Donc, à vous la parole, Madame Goussaïd, pour commencer votre intervention. Merci à vous. Madame, s'il vous plaît, Monsieur Rachid, votre invité nous a rejoint ou pas encore? Micro, c'est Rachid. Micro. C'est Rachid, micro. Le micro. Oui. Pas encore, monsieur le doyen. Vous restez. Non, je vous le dis. Ok. Donc, vous restez avec nous. Merci. Si vous permettez, j'ai une petite remarque. Zamaray de logistique. Si vous, on laisse l'intervenant, peut-être on désactive l'audio et la vidéo aussi. La vidéo, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? C'est une projection directe, donc. Un encombrement. Bon, d'accord, mais madame. les micros, oui, je suis tout à fait d'accord pour les micros. Donc, on va désactiver tous les micros et on laisse la professeure Goussaïd parler. Donc, vous savez, madame, monsieur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à cause du confinement. C'est une occasion pour nous de se voir. Bon, oui, c'est sûr. C'est une très belle occasion d'ailleurs, monsieur Etor. Allez-y, madame Goussaïd, je vous laisse la parole. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous passez un bon ramadan. J'espère aussi que tout le monde commence à s'accommoder un peu avec ce confinement exigé. Donc, permettez-moi de commencer tout d'abord par dresser mes chaleureux remerciements à madame Habiba Abou Hafs pour cette très belle initiative et pour l'opportunité qu'elle m'a offerte afin que je puisse être présente ce soir parmi vous. J'aimerais également remercier les différents participants ainsi que M. Rahim Etor pour son honorable présence avec nous. Donc aujourd'hui, nul besoin de rappeler que nous sommes en train de vivre des conditions qui sont très particulières et qui sont dues bien évidemment à la diffusion du Covid-19. Des conditions qui nous ont contraints à changer beaucoup d'habitudes, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, d'où d'ailleurs ces webinaires. Donc on avait plus l'habitude de se rencontrer physiquement dans des séminaires classiques, mais confinement exige, on va faire avec. Donc si nous sommes réunis ce soir pour parler du Covid, bien que la santé des citoyens reste une priorité pour tous, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus dans la discussion, ça va être l'impact socio-économique de la pandémie, que ce soit à échelle internationale ou nationale. En effet, pour pouvoir évaluer justement cet impact, je préfère que nous ne nous basions pas trop sur les statistiques, car comme vous le savez, nous sommes en train d'observer des chiffres, d'observer des pourcentages, mais qui changent à une vitesse qui est vraiment phénoménale. Et ça, c'est normal car nous sommes toujours dedans. Donc, puisque la pandémie n'est pas encore finie, on ne peut pas vraiment évaluer avec exactitude cet impact. Ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de dresser un état des lieux qui va nous permettre en fait de reconstituer le puzzle de cette crise que nous sommes en train de vivre
en déterminant bien évidemment les différents éléments qui nous ont conduits à cette situation actuelle. Donc, en effet, nous avons tous eu l'opportunité ces derniers mois, de janvier jusqu'à maintenant, de lire, de consulter des rapports qui étaient vraiment très, très différents au début, puisque certains chercheurs, certains penseurs parlaient d'un malaise passager, alors que d'autres commençaient déjà à évoquer le risque d'une crise économique. Aujourd'hui, tout le monde se met d'accord malheureusement, car le son des cloches est devenu beaucoup plus aigu, beaucoup plus grave. Nous sommes en train de parler justement des deux scénarios de réflexion que nous avons connus durant la pandémie. Monsieur Rahim Etour en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a un premier scénario qui est articulé autour d'une hypothèse qui était assez soft. Et dans ce scénario, on mettait en scène une pandémie qui atteindrait un pic durant le premier trimestre de l'année 2020, après lequel elle va continuer à baisser. Donc déjà dans ce scénario qui était léger, qui était soft, on parlait d'un impact économique et social qui était assez important, assez lourd, puisqu'on parlait d'une perte sur la croissance économique mondiale de 0,5 points de pourcentage. Et donc, on devait normalement tomber sur un pourcentage de 2,4 au lieu des 2,9 qui étaient envisagés en 2019. Maintenant, le scénario le plus alarmant, ça va être le deuxième, et qui est articulé en fait sur une diffusion de la pandémie domino, c'est-à-dire une diffusion beaucoup plus rapide et très difficilement contrôlée par les différents États, par les différents pays. Donc là, nous sommes en train de parler d'un impact qui est beaucoup plus lourd, puisqu'on parle d'une perte sur le PIB mondial d'un minimum de 1,5%. On parle également des échanges commerciaux qui vont être atteints au moins de 3%, donc ça aussi, ça va être une diminution. On parle des exportations de toutes les économies qui vont être lourdement touchées et impactées, et on parle même, à cause d'une malgestion de la pandémie, de certains pays dans la zone euro qui entreraient dans une récession. Donc malheureusement, c'est de ce deuxième scénario que nous sommes aujourd'hui le plus proches. En fait, la gravité de l'impact que nous sommes en train de décrire aujourd'hui va être couplée avec la situation qu'on vivait avant même l'apparition du coronavirus. Et là, je ne vous apprends rien, la croissance économique mondiale était déjà faible, elle commençait à peine à se stabiliser, et il y a l'arrivée de ce virus qui vient assombrir encore plus le paysage. Donc pourquoi je parle d'assombrir? Parce que nous sommes en train de parler d'une crise qui est très dangereuse, qui est très lourde, et ce danger, eh bien, on peut l'expliquer par sa particularité. En fait, c'est une crise qui est assez particulière et sans précédent, car on parle en même temps d'un choc de l'offre, de la demande et de la liquidité qui est accouplé à ce caractère de l'économie actuelle qui est interconnecté. Le choc de l'offre, il est bien évidemment expliqué par la diminution de la production. Ça a commencé par le confinement qui a été exigé en Chine. Et donc, ce confinement, il a été aussi ressenti dans plusieurs autres pays avec cette interconnexion de l'économie. Je parle beaucoup plus de pays de l'Amérique latine et de pays en Afrique qui font le plus gros de leur exportation en Chine. Donc, lorsqu'on parle de Chine, on parle de l'atelier du monde. On parle aussi d'industries qui sont très gourmandes en matières premières. Donc, vous avez par exemple le Pérou qui faisait plus de 28% de ses exportations avec la Chine. Vous avez par exemple en Gambie où nous sommes à peu près à 50% des exportations qui sont justement exportées en Chine, etc. Après le confinement en Chine, eh bien, le confinement dans les autres pays vient aggraver encore davantage la situation. Nous avons également un choc de la demande, et ce choc, il va être expliqué par deux éléments déterminants. Le premier, ça va être bien évidemment et naturellement la perte des emplois, et nous sommes quand même en train de parler d'un chiffre qui est effrayant. Donc nous parlons de 25 millions d'emplois perdus dans le monde, et lorsqu'on parle de perte d'emploi, on parle de perte de revenus, donc c'est normal que la demande aura chuté, mais on parle aussi d'un autre fléau que nous sommes en train de vivre durant cette pandémie, et qui n'est rien d'autre que l'épargne de précaution, qui est en train de mettre la consommation en berne, malheureusement. Il y a aussi le choc des liquidités, comme je l'ai déjà évoqué. Donc aujourd'hui, malheureusement, le cash n'est plus entre les mains des parties qui en ont le plus besoin. Donc là, je fais référence beaucoup plus aux PME et aux ménages. Donc ça aussi, ça va s'ajouter aux autres chocs, et ça va nous donner les ingrédients qui vont justement constituer le contexte idéal pour une crise économique. Donc, si nous avons compris d'où est-ce que cette crise est venue, comment elle a été constituée,
il faudrait aussi parler de quels sont les secteurs qui ont été le plus impactés par la crise, que ce soit dans le monde ou bien au Maroc. En fait, selon les rapports officiels, et sans surprise, dans le monde, les secteurs les plus touchés vont être celui du pétrole, du gaz naturel, des services, des transports, de la fabrication, de l'exportation des produits agricoles et de pêche, du commerce de détail et de l'immobilier. Au Maroc, nous allons retrouver à peu près les mêmes secteurs, sauf que l'ordre va être un tout petit peu différent. Donc pour nous, ça va être beaucoup plus la construction, suivi de l'hébergement et de la restauration, du transport, de l'industrie chimique et parachimique, et en dernier lieu, de l'industrie du textile et du cuir. Donc là, pour rester fidèle un peu à moi-même, je vais me recentrer un tout petit peu plus sur l'activité touristique, parce que de un, c'est l'un de mes axes principaux de recherche, mais de deux, nous sommes aussi en train de parler d'un secteur qui est porteur dans l'économie marocaine. Nous sommes en train quand même de parler d'une participation de 17% dans le PIB marocain. Nous parlons également de 2 millions d'emplois, que ce soit des emplois directs ou indirects, et nous parlons de chiffres qui sont effrayants lorsque on parle de 138 milliards de dirhams de pertes sur l'année 2020. Donc les professionnels du tourisme parlent de l'année 2023 qui va nous permettre de revenir seulement au niveau qu'on avait en 2019. Donc c'est comme si on était en train de faire des efforts pendant 4 années pour retrouver seulement le niveau qu'on avait en 2019. Et ça aussi, ça va être très très grave pour le secteur. Donc une fois que nous avons déterminé les secteurs impactés, et pour sortir un peu de cette noirceur, il faut aussi souligner qu'il y a des secteurs qui se sont pas mal sortis durant cette pandémie. Ça va être bien évidemment le secteur de l'éducation, ça va être aussi les services sociaux, l'administration publique et le secteur de la santé pour certains pays. Donc maintenant, nous savons que l'impact il est lourd, nous savons quels sont les impacts touchés, les secteurs touchés, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer et qui pourraient, de un, permettre de faire face à la situation d'urgence et de deux, permettre de sortir de cette crise. Donc, pour pouvoir faire face à la situation d'urgence, le premier élément à traiter, ça va être le fait de garantir un niveau décent aux populations en situation de précarité. Et là, je suis fière de dire que le Royaume du Maroc était l'un des premiers pays qui ont donné des aides, qui ont donné des versements de CNSS, etc. Et le pays a aussi été très réactif là-dessus, surtout lorsqu'on se compare par exemple à certains pays comme les États-Unis qui a pris la même décision, mais qui est toujours dans un flou total quant à la date à laquelle elle va commencer à débloquer ses versements. Donc aux États-Unis, on parle d'un délai de plusieurs semaines, voire de quelques mois, pour pouvoir travailler toute la logistique de la chose. Deuxièmement, il faut aussi tracer une feuille de route qui va nous permettre de mieux organiser la création de richesses. Et ça aussi, on l'a commencé au Maroc. Donc, puisque nous ne pouvons plus créer des richesses sur certains secteurs à cause du confinement, à cause de la fermeture des frontières, etc., nous avons commencé à compenser par d'autres fabrications. Et là, je fais allusion à la fabrication des masques, à la fabrication des respiratoires, qui étaient dédiés dans un premier temps à un usage interne, mais qu'on a commencé à exporter à l'extérieur. Il faut aussi revoir, après la situation de crise, bien évidemment, la relation avec le reste du monde. L'une des leçons qu'on a apprises avec cette pandémie, c'est qu'il va falloir recentrer les politiques des produits agricoles et de pêche afin que nous ayons toujours un objectif de garantir un minimum d'autonomie. Pour les pays dans lesquels les fragilités du système de santé ont été démontrées par cette crise, il va aussi falloir revoir d'urgence ces fragilités pour pouvoir les contrecarrer. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de sortie de crise si on ne parle pas du rôle de l'État. Donc nous savons tous que l'État doit injecter énormément, doit investir énormément pour qu'elle puisse relancer la machine économique. Donc, heureusement, c'est ce qui est en train de se faire au Maroc. Vous savez très bien que notre chef du gouvernement avait déjà parlé de la suspension d'un certain nombre de projets publics, mais heureusement qu'il s'est rétracté très rapidement sur cette décision et il a opté à la place pour l'endettement extérieur. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Rahim Ekor. Donc, heureusement que le Maroc a encore la capacité de s'endetter et surtout dans ces conditions, car, paraît-il, les taux d'intérêt sont plus faibles en comparaison avec les périodes normales.
Donc, je vais encore une fois me recentrer sur les solutions qu'on pourrait proposer pour le secteur touristique. Donc là, peut-être qu'une fois le déconfinement organisé, les différents établissements, que ce soit hôteliers, restaurateurs, les agences de voyage, etc., pourraient revoir le nombre de jours fériés et travailler plus de jours sur l'année pour pouvoir compenser la perte qu'on a déjà faite. Peut-être aussi que les heures de travail pourraient être revues à la hausse pour pouvoir produire beaucoup plus, comme ce qui a été le cas en France, par exemple. On pourrait aussi commencer à encourager le tourisme interne ou bien beaucoup plus le tourisme de proximité, puisque les premières études qui ont été faites sur le tourisme ont démontré que les consommateurs sont beaucoup plus à l'aise avec l'idée de se déplacer, mais pas très loin de chez eux. Donc ça aussi, ça peut être une solution qui peut nous permettre de sauver ce qui reste à sauver de l'année 2020 dans le secteur touristique. Mais pour cela, bien évidemment, il va falloir travailler sur un protocole sanitaire très, très rigoureux. Il va même falloir travailler sur une transformation de l'industrie touristique qui va nous permettre de protéger les visiteurs, mais aussi les personnes qui travaillent dans le secteur. Donc, pour ne pas être longue et en guise de conclusion, j'aimerais en fait vous poser une question qui constituera une ouverture sur un autre thème et sur un autre débat. Et ma question va être la suivante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cet impact qui est vraiment très très lourd sur l'économie, et lorsqu'on ajoute à ça que personne ne peut se prononcer sur la date à laquelle cette pandémie sera finie, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est peut-être temps pour les différents États, pour les différents pays, de commencer à déconfiner pour pouvoir relancer la machine économique? Je sais très bien que pour répondre à cette question, il va falloir déjà avoir un impact qui est calculé avec exactitude. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes toujours dedans, donc on n'a pas les moyens de le faire. Donc ça va être une ouverture de débat que je vous propose. C'était tout pour mon intervention. Madame Abou Hafs, j'espère que j'étais dans les temps. Très bien. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous cède la parole. Donc, bravo, professeur Boussaïd, pour votre riche présentation. C'était très intéressant ce que vous dites, même si vous avez dépassé 10 minutes par 10 minutes par 3 minutes. Bon, c'est pas grave, mais c'était très intéressant. Alors, professeur Boussaïd a parlé en fait des éléments qui sont très, très, très intéressants en relation avec les conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19. Elle a parlé de tout ce qui se passe, c'est-à-dire l'impact au niveau international et national. Elle a proposé des solutions en relation avec l'ensemble des secteurs et aussi elle a essayé de hiérarchiser en fait l'importance des secteurs tout en sachant qu'elle a fait, c'est-à-dire le focus sur le secteur du tourisme. Donc, professeur Boussaïd a proposé quelques solutions qui sont très très intéressantes. Monsieur Adil Jouali, est-ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? Coupez votre micro, monsieur Jouali. Oui, d'accord, d'accord. Il y a un chevauchement de sang. Hein. Donc, merci. Alors, je disais que professeur Boussaïd a mis l'accent sur des solutions qui sont intéressantes. Elle a bien sûr, avant cela, analysé des secteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le gouvernement par rapport à l'État marocain en relation avec, pour résoudre ce problème, pas résoudre, mais proposer c'est-à-dire pour les mesures préventives, donc tout ce qui est aide sociale, tout ce qui est industrie, tout ce qui est, c'est-à-dire l'intervention de l'État en relation avec le reste du monde, en ce qui concerne l'endettement et tout ça. Donc, bien sûr, les autres interventions vont essayer d'expliquer en profondeur ces éléments. Pour l'instant, ce qu'on va faire pour ne pas perdre trop de temps en résumant cette intervention, je vais passer la parole directement à M. Adil Jouali. D'accord. Votre intervention portera sur le Covid-19, quelle retombée sur l'économie internationale. Je pense que votre intervention va essayer de traiter pratiquement des points qui sont la continuité, si vous voulez, de la première intervention. Donc, à vous la parole, monsieur Adil Jouali, s'il vous plaît. Donc, je vous cède la parole et vous avez 7 à 10 minutes à respecter, s'il vous plaît. D'accord, merci Madame Abou Hafs. Je vous remercie tout d'abord pour pour cette belle initiative, pour votre organisation de cette conférence virtuelle.
Donc, je tiens à remercier mes chers collègues, les intervenants dans cette conférence, et je remercie Madame Boussaïd qui a dressé un bilan non exhaustif sur l'impact de Covid-19 sur l'économie internationale et sur l'économie nationale. Donc, rien à dire. Donc, je vais pratiquement compléter les idées de Madame Boussaïd et bien évidemment tous les intervenants de nos chers professeurs. Donc, aujourd'hui, le monde face à une bataille implacable d'un ennemi invisible. Cet ennemi invisible, baptisé le coronavirus Covid-19. Ce coronavirus Covid-19 a rendu le monde dans un état de récession économique féroce. Jamais une telle crise politique, que ce soit économique ou même pandémique, n'a réussi à paralyser le mouvement mondial à ce point-là. Donc, les effets de la mondialisation depuis le début du 21e siècle battent son plein. Depuis la crise de subprime en 2008 qui a perpétré le monde et qui a touché le système économique international de point de... Il y a un problème de sang. Il fallait fermer la page Facebook, paraît-il. La page Facebook? Non, oui. J'ai ouvert la page Facebook dans mon portable, dans mon Android. Okay. D'accord. Okay. C'est bon maintenant que vous m'entendez? C'est bon maintenant? Alors, je peux continuer? Je peux continuer? Bien sûr. D'accord. Donc, j'ai dit que jamais une telle crise, que ce soit politique, économique ou même pandémique, n'a paralysé le mouvement mondial à ce point-là. Et donc, les effets de la mondialisation depuis le début du 21e siècle battent à son plein. Et depuis la crise de subprime en 2008 qui a perpétré le monde et qui a touché les systèmes économiques mondiaux de plein fouet, donc elle a engendré une chute de toutes les sphères économiques brutalement, de toutes les sphères économiques, que ce soit la sphère réelle et la sphère monétaire. Alors, 12 ans plus tard, face à une guerre biologique, l'économie mondiale présente une vulnérabilité inquiétante qui risque de se révéler au rythme de la progression de ce mythe féroce, incontrôlable au moins jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces virus, elle a commencé son aventure au mois de décembre 2019 à Wuhan, le centre de la Chine, la ville qui a abrité des firmes multinationales les plus importantes de la Chine et qui a connu un mouvement très intéressant de l'économie internationale et de l'économie de la Chine et de toutes les sphères économiques mondiales, que ce soit la sphère réelle et la sphère monétaire et financière. Et puis, le virus s'est propagé au cours du mois de mars 2020 dans le monde entier. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie devient une pandémie, donc elle nécessite des mesures de prévention essentielles pour lutter contre sa propagation. Donc, on a dit que l'Asie comme l'Europe sont partis pour connaître un arrêt brutal de leur économie mise à l'épreuve sans précédent de leur système de la santé. La conjoncture actuelle enregistre un blocage des activités de secteurs phares de l'économie internationale, particulièrement les secteurs chez les pays qui ont vocation touristique, comme par exemple l'Espagne, l'Italie et la France, d'ailleurs nos premiers partenaires internationaux. Et donc, les grandes puissances industrielles n'ont pas été épargnées de cette solidification. Donc, avant d'ouvrir le débat sur la question d'une guerre, il s'agit d'une guerre économique internationale, permettez-moi de dresser un document introductif sur les spécificités et les caractéristiques de l'économie chinoise, ça veut dire l'économie de dragon rouge. Loin de toute considération, la Chine
demeure le premier pays de la planète qui a brûlé les étapes de développement sans respect de certaines théories ricardiennes ou krugmaniennes. La Chine a réalisé un taux de croissance qui bascule entre 8% et 12%, qui dépasse par des centaines de points par rapport au taux de croissance réalisé par les pays de la triade, à savoir les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Et via une plateforme ou une base industrielle très avancée et très développée, la Chine octroie un climat des affaires propice pour l'implantation des firmes multinationales et pour l'implantation évidemment des laboratoires de développement et de recherche de pointe. Alors, de jour au lendemain, la Chine en position comme leader sur la scène économique mondiale. Rappelons qu'entre 1978 et 2002, la croissance de l'économie mondiale a été de 2,8%. Oui, de 2,8% en moyenne par rapport à la croissance réalisée par la Chine qui a été de 9,4%. Donc, et depuis son adhésion à l'Organisation mondiale de commerce, la Chine est devenue une plateforme du commerce international faisant d'elle un nouveau pôle économique en grande envergure à l'instar des pays de la triade. Les exportations chinoises particulièrement compétitives en raison de la chute de taux de change de la devise nationale. La production industrielle et technologique chinoise inonde le marché international et ceci grâce à l'adoption d'une politique d'investissement très avancée par le gouvernement chinois, ce dernier qui a en même temps encouragé la délocalisation des firmes multinationales tant vers les pays industrialisés afin de se procurer des technologies et pour accéder à des réseaux commerciaux plus élargis et aussi dans les pays en voie de développement afin de s'assurer des approvisionnements en matières premières, en énergie et ressources agricoles. Alors, nous évoluons dans une récession et tous nos partenaires économiques internationaux sont en récession. Tous nos partenaires, ça veut dire nos premiers partenaires, à savoir la France, l'Espagne et l'Italie. Et dans cette crise-là, les règles néolibérales sont en train de sauter en Europe comme aux États-Unis. Effectivement, avec l'évolution des effets de la mondialisation des échanges et de la globalisation financière, tout le monde embarque sur le même Titanic, à vrai dire. Nos principaux partenaires, à savoir la France, l'Italie et l'Espagne, ont été les premiers, après la Chine, qui ont assumé le coût de cette crise pandémique. Donc, on a bien évidemment notre premier fournisseur, notre premier client, la France. On a une histoire longue avec nos premiers partenaires de l'Union européenne. Et donc, le Maroc est lié à l'Union européenne avec un accord d'association qui a été signé en 1996 et qui était entré en vigueur en l'an 2000 dans l'ultime objectif d'instaurer une zone de libre-échange à l'horizon de 2012, dont l'ultime objectif, c'est le démantèlement tarifaire des importations et des exportations avec l'Union européenne. Et Professeur Jouali, oui, vous avez dépassé 10 minutes, donc je vous rajoute seulement 2 points. 2 minutes. Hein. Essayez de résumer, s'il vous plaît. Je retombe sur l'économie internationale avec l'économie nationale parce qu'on a une liaison étroite avec. Je disais qu'on a une liaison avec l'Union européenne, avec un accord d'association, et depuis la mise en œuvre d'un statut avancé en 2010, donc l'Union européenne demeure le premier partenaire du Maroc, le premier pays en matière d'approvisionnement de produits finis et de consommation intermédiaire dont on utilise dans le processus de production. D'accord. Et il y a une interdépendance, une interconnexion entre le système économique international, à savoir entre la Chine et l'Union européenne et le Maroc, puisque
la Chine demeure aussi le premier pays d'approvisionnement par rapport à l'Union européenne. Donc, on a observé un arrêt brutal de beaucoup d'activités, beaucoup d'usines, à savoir Michelin, à savoir PSA, Renault, Airbus, et beaucoup d'entreprises qui ont connu un arrêt brutal ou un arrêt provisoire, certainement des PME et de toutes petites entreprises. Merci pour votre attention et je vous cède la parole à mes chers intervenants pour dresser l'impact sur l'économie nationale. Merci à vous, Madame Abou Hassan, je m'excuse. Pas de problème, monsieur professeur Adil Jouali. D'ailleurs, votre intervention était très très fructueuse, intéressante, enrichissante aussi et complémentaire à la première intervention du professeur Boussaïd Dassiba. Je passerai la parole à monsieur Charadi pour ne pas trop tarder, perdre beaucoup de temps entre les interventions. Je passerai la parole à monsieur Charadi Ahmed, délégué du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique à Agadir, pour nous parler des mesures prises pour faire face aux effets induits du coronavirus, le Covid-19. À vous la parole, monsieur Charadi, s'il vous plaît. تسمعوني؟ Très bien. Alors, Ramadan Mubarak عليكم كاملين وبالصحة والسلامة إن شاء الله الرحمن الرحيم. تنتمنوا من الله هذا الكونفينمون اللي تنسموه كونفينمون c'est une occasion pour nous tous, les familles, les chercheurs, ceux qui travaillent pour le bien-être de tous les Marocains, que ce soit des médecins, des professeurs, que ce soit des contrôleurs aussi, sans oublier, parce que le contrôle est très important, que ce soit pour les accompagnateurs. Et n'oublions pas, واحد الشريحة مهمة عندنا في البلاد هما les commerçants. Parce que sans les commerçants, sans la distribution, on ne peut rien faire. Sans oublier aussi ceux qui travaillent dans les champs et qui nous préparent, nous donnent quelque chose à préparer dans nos maisons. Alors, mon intervention, d'ailleurs, je suis très ravi de participer encore une autre fois avec vous et je le serai sans cesse et volontiers. Alors, mon intervention, il va se concentrer sur toutes les mesures, si vous permettez. Donc, je ne vais pas tout citer, toutes les mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau de notre ministère en collaboration avec les associations professionnelles ou avec les autres départements ministériels. Mais je vais encore plus vous donner une idée générale, sinon basique, méritant d'ailleurs une autre fois pour une autre présentation. Alors, je ne vais pas tarder comme introduction, je vais vous dire tout simplement qu'on est un pays comme tous les autres pays. On vit une situation très exceptionnelle, une propagation de ce virus. On ne sait pas encore est-ce que c'est un virus qui est le fait de l'homme ou est-ce qu'il fait de la nature. Nul ne le sait, mais de toutes les façons, c'est un virus qui est là. Des gouvernements qui se sont adaptés, des gouvernements qui sont en cours d'adaptation, des cours qui face à cette maladie, comme tous les autres pays, on a entrepris un certain nombre de mesures d'urgence. D'ailleurs, les mesures d'urgence, à mon sens et personnellement, je conçois que ce sont très, très délicates et très fermes. Alors, comme vous le savez, c'est une fermeture des frontières aériennes terrestres, c'est une limitation stricte du minimum au minimum du transport, de la logistique des personnes et le confinement de la population. Et tout cela a vraiment un impact non seulement sur la personne, mais aussi sur l'économie. Et vous n'avez pas tardé à vous nous expliquer ça. On aimerait bien développer ça beaucoup plus dans les prochaines conférences, si vous le permettez encore. Alors, d'ailleurs, le Maroc, par ces mesures, a fait valoir le pragmatisme pour préserver la vie humaine, tenant compte des moyens disponibles. Il a opté pour un certain nombre de mesures à tous les niveaux, que ce soit au niveau législatif, réglementaire, organisationnel, comme je l'ai dit auparavant dans mon introduction, c'est sur la base d'une collaboration avec tous les partenaires. Donc tous les partenaires se sont mis
autour d'une table pour discuter, que ce soit ministère, associations professionnelles et tout le monde, ont travaillé non seulement sur la question de la santé, mais aussi et surtout sur la question en faveur de l'entreprise, en faveur du salarié, sans oublier aussi le consommateur. Alors, parmi les mesures entreprises par le ministère, on a créé un comité de veille au sein du ministère. C'est un comité de veille. On l'a nommé comme ça. Monsieur le ministre a donné ce nom pour qu'on puisse être face à une situation pareille. C'est une commission qui va étudier. C'est une commission avec un certain nombre de stations, la création de 5 stations, surtout pour le suivi de la situation de l'approvisionnement du marché et des prix. Une autre station pour la remontée de l'information des délégations régionales et provinciales de tous les royaumes, à savoir on a 29 délégations, soit à peu près une milliers d'informations qui sont regroupées au niveau du ministère. Chaque jour, il y a une station de contrôle de protection du consommateur, il y a une autre station sur le secteur industriel et il y a une autre station de pilotage et d'analyse de données. Comme j'ai dit, toutes ces stations ont pour objectif d'assister et de mettre en mesure un certain nombre de faveurs en face pour l'entreprise industrielle et commerciale. Et il y a encore, comme je peux le dire, il y a des mesures immédiates et des mesures qui sont en cours d'étude pour le futur proche, Inch'Allah, je suis très optimiste. Nous avons un espoir, nous sommes optimistes et positifs dans ce sens. Je crois que cette crise, entre guillemets, aura un impact. Il a eu un impact très positif sur le secteur d'activité, surtout les activités qui sont liées à l'approvisionnement en denrées alimentaires. Je fais allusion à l'agroalimentaire, à la logistique et ainsi de suite. La création de nouvelles idées innovatrices. À nouveau, Madame Nassiba, elle a parlé de tout ce qui est industrie, tout ce qui est innovation. C'est très important, c'est un nouveau marché. Ce sont des exportations par la suite. Ce sont des idées made in Morocco. C'est une occasion pour les entreprises industrielles de voir autrement comment on va valoriser notre produit, on va valoriser notre richesse, notre matière grise. Alors, sans tarder, je passerai par la suite sur les mesures législatives et réglementaires. Sachez que au début, il y avait l'élaboration d'un projet de loi de 27-20 introduisant des mesures relatives à la gestion des travaux des organes d'administration de la société anonyme. On a collaboré ici, on a fixé un autre objectif pour fixer les caractéristiques des masques fabriqués en tissu, en non-tissé à usage non médical. Un autre arrêté, 2 arrêtés pour soumettre les gels antiseptiques à une licence d'exportation. On a aussi, comme vous le sentez d'ailleurs, sur les masques médicaux à licence d'exportation. Donc, il y avait un certain nombre de choses et un certain nombre de réglementations qui sont en faveur du consommateur marocain, en priorité. Alors, les mesures législatives aussi, parmi elles, donc, il y a l'élaboration d'un certain nombre de textes pour mesures exceptionnelles pour les employés affiliés à la CNSS, les décrets limitant ou bien la levée temporaire pour les droits de douane sur l'importation du blé tendre, du blé complet, aussi sur un certain nombre de légumes secs, ce qu'on appelle les légumineuses. L'arrêté aussi du ministère de l'économie et des finances de la réforme administrative pour les mesures provisoires contre l'augmentation des prix sur les masques de protection, les mesures transitoires contre l'augmentation des prix de solutions d'hydroalcooliques et ainsi de suite. Donc je ne vais pas tarder parce qu'une multitude, vous savez qu'on est dans une période très délicate, dans une période exceptionnelle. Un certain nombre de mesures législatives doivent avoir lieu pour un peu cerner notre économie et pour la bonne marche
de l'administration marocaine en faveur du citoyen. Parmi aussi les mesures immédiates à caractère industriel, je dirais bien immédiates, c'est le réaménagement de l'équipement d'une usine de production de l'éthanol. Vous savez que l'éthanol est très important dans ces circonstances pour tout ce qui est médical. La reconversion de l'industrie du textile pour la production des masques. Maintenant, aussi la mobilisation, l'accompagnement de l'industrie marocaine pour la protection du corps médical, avec tout ce qui est combinaison, tout ce qui est casque, et ainsi de suite. La fabrication des respirateurs, moi je salue à cette occasion Madame Nassiba, elle a parlé du masque respirateur 100% marocain. C'est d'ailleurs c'est un marché qui est prometteur. Et l'édition spéciale, une autre édition spéciale pour tout ce qui est MTS Technologie Commit 2019. L'accompagnement maintenant pour tout ce qui est accompagnement de l'entreprise, alors sans enchaînement, à travers Maroc PME, qui est sous tutelle du ministère de l'Industrie, il y a un comité de sélection publique-privée, et il a approuvé à peu près 34 projets d'investissement pour un montant d'investissement de près de 272 millions de dirhams. Alors, pour la création de 487 emplois à travers cette région du royaume. Les projets sont approuvés et bénéficieront, Inch'Allah, d'une subvention d'investissement de 30% sur le montant d'investissement qui est plafonné à 10 millions de dirhams. Alors, pour les mesures, je passe directement pour les mesures commerciales. Il y a là ce qu'on appelle les disponibilités de masques de protection. Alors, vous savez d'ailleurs que les masques de protection qui sont produits marocains, ils sont certifiés à la norme marocaine. Maintenant, ils sont vendus à 80 centimes l'unité. Le ministère a mis en place un plan de distribution basant sur le circuit de distribution, large couverture du territoire national. Maintenant, il y a 2 semaines, on est à peu près à plus de 100 millions de masques produits en 6 semaines. Il y a 30 millions de masques plus de 30 millions qui sont distribués au niveau des petits commerces, plus de 30 millions qui sont distribués chez les grossistes pharmaciens. Pour l'approvisionnement de premières nécessités, oui. Monsieur Charadi, vous Oui. avez dépassé le temps par 5 minutes. Mais Non, est-ce que- je dis tout de suite. D'accord. très Alors, bien. C'est très intéressant. Je sais qu'on a besoin d'entendre ce que vous dites, mais le temps, quand passe même. pour tout ce qui est l'approvisionnement des produits de première nécessité. Donc, vous avez constaté qu'il y a une forte demande qu'on a connue ces derniers temps. Le ministère a procédé en quelque sorte à l'évaluation du suivi de la situation de l'approvisionnement par la collecte auprès des producteurs, des importateurs, des départements concernés, pour qu'on puisse avoir une vision claire sur l'approvisionnement afin qu'il soit normal et régulier sur le marché avec une grande stabilité des prix, bien sûr. Alors, je passerai pour les mesures en faveur de l'entreprise salariale. Sachez qu'il y a un comité de veille économique en concertation avec le ministère, notre ministère d'ailleurs, la CGM. On a établi plusieurs mesures capables d'aider les industriels à dépasser cette période. Et on est, comme j'ai dit auparavant, on est très optimiste pour dépasser cette crise. Bon, comme sait tout le monde, il y a un certain nombre de mesures qui ont été fixées pour les salariés, d'autres pour les TPME, pour les petites et moyennes entreprises qui sont en difficulté, des initiatives aussi en faveur de l'administration par l'accompagnement du télétravail, la création aussi des bureaux d'ordre digital, le guichet électronique des courriers, le parapheur. Comme vous le savez, vous travaillez dans l'administration, donc on a créé maintenant le parapheur électronique et la mise en place d'une plateforme de centralisation de l'information sur les mesures prises par le gouvernement, la société civile et ainsi de suite. Je vous remercie. Merci Madame Abou Hafsa pour tout ceci. Merci à vous, Monsieur Charadi. Désolé pour le temps parce que nous avons un temps limité qu'on doit respecter ensemble pour qu'on puisse terminer la conférence ou le webinaire dans le temps qui est réservé. Bien évidemment, votre intervention était très très intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez parlé des mesures qui ont été prises par le ministère.
de l'industrie et du commerce en faveur pour lutter contre, c'est-à-dire la crise pandémique Covid-19. C'est très intéressant ce que vous avez dit parce que c'est en relation avec plusieurs domaines, que ce soit l'industrie, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le consommateur, que ce soit bien évidemment tout ce qui est projet d'investissement, etc. Donc ces mesures, et aussi je vous salue parce que vous avez une vision optimiste par rapport à d'autres. Donc votre vision optimiste, ça nous encourage quand même parce que ça nous soulage en fait hein, de vous entendre parler d'une vision optimiste et que l'avenir sera quand même avec un impact beaucoup plus allégé qu'un impact qui est lourd tout le temps qu'on entend sur les réseaux, ainsi de suite, réseaux sociaux ou bien à travers l'information, les informations, à travers les journaux et autres ressources d'information. Donc je passe directement la parole à Monsieur Hamza Leshgar, qui est auditeur, consultant financier chez PMG Paris France, qui va bien sûr intervenir sur l'impact du Covid-19 sur l'économie marocaine actuelle et projections sur l'avenir. À vous, Monsieur Hamza Leshgar, la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à vous tous de m'avoir invité à ce panel assez riche. Donc, je vais tout d'abord commencer par répondre peut-être à la question de Madame Nassiba, qui avait abordé la question du déconfinement. Nul ne peut contredire pour le moment que le déconfinement, c'est la seule et unique solution qu'on peut y avoir pour éliminer cette crise économique. Ça, c'est sûr. Mais un point qui est important, qui n'est pas peut-être abordé, et que je vois, enfin, que les gens prêtent une attention moins particulière à ce point, c'est le civisme de nos citoyens. Si nos citoyens ne respectent pas les mesures dictées par les États, par l'OMS, par les spécialistes de santé, on ne pourra pas avancer. On pourra bien injecter de l'argent, bien trouver des moyens économiques, financiers, monétaires, mais sans le civisme des citoyens, on ne pourra pas y arriver. Parce qu'on va jouer dans une boucle, on va être dans une boucle tournante et on va revenir toujours au point de départ. Donc, il est important de souligner ce point du civisme. Donc, vous avez tous abordé les principaux points, les principaux impacts économiques qu'a eu cette crise sur l'économie marocaine. Je vais pas y tarder plus. Le Maroc, enfin, cette crise, ce qui fait d'elle qu'elle est un peu spéciale, c'est qu'elle n'a pas de semblable. Ni la crise de 1929, ni celle de 2008 n'est comparable à celle-là parce qu'il y a l'aspect humain, l'aspect sanitaire qui rentre en jeu et qui est trop important. Donc, on est dans un marché où on a de l'offre et de la demande. On n'a ni l'offre ni la demande. Les usines sont fermées, les gens ils demandent le minimum vital pour vivre et donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de transaction économique. Donc, on est dans une phase de dépression. Notre économie nationale ou internationale, elle est en dépression totale. Donc, notre position, la position du Maroc dans cette chaîne de valeur, parce que ce qui fait de nous, pour le moment, un État qui vit cette crise doublement, c'est que on la vit intérieurement et extérieurement. Parce que intérieurement, parce qu'on n'est pas un pays productif, on a des problèmes dans nos balances de paiement, c'est-à-dire ce que l'État doit payer est plus que l'argent qu'il reçoit. Donc les moyens de l'État ne sont pas suffisants pour faire face à cette crise. Le troisième point qui est important, c'est qu'il faut savoir que l'Union européenne actuellement, ils sont en train de négocier une nationalisation de leur production. La France, quand il avait sous-traité la vente, ou la production plutôt, de ces masques à la Chine, il s'est retrouvé dans une situation délicate où le président et les ministres ne pouvaient plus s'adresser au peuple pour leur dire voilà un besoin vital dont vous avez besoin qui est un masque, il est disponible dans vos pharmacies, sachant que la France est l'un des pays économiques mondiaux. Donc, en ce moment-là, ils ont pensé à nationaliser leur production. On ne va pas attendre à ce que les autres pays produisent pour eux et qu'ils satisfaisent le besoin de leur État pour qu'on puisse s'approvisionner nous-mêmes du reste de ces pays. Donc on est d'accord. La politique de relance, il commence par croire à nos ressources. Toutes les mesures que vous avez citées, la production des masques au Maroc, la production des respirateurs, la production des gels hydroalcooliques, les fonds dédiés, on a montré au monde qu'on est capable d'agir, plutôt de réagir,
pas d'agir. On est dans une phase de réaction. On est une équipe qui sait se défendre. Mais en essayant de se défendre, on a toujours le risque d'encaisser un but et on ne pourra jamais marquer. Donc on est dans la totale défensive. Il est temps de passer à la réaction. Il est temps que l'État, en compagnie du peuple, réagisse. Il ne faut plus s'arrêter à encaisser. Et on s'est montré un pays qui sait très bien faire face aux crises. Mais pourquoi ne pas avoir ça dans notre quotidien? Pourquoi ne pas engager de telles procédures, de telles initiatives dans notre quotidien? Donc pour parler de politique de relance, je pense que relancer l'économie, c'est relancer les entreprises. Parce que c'est le point initial par lequel peut toute économie se développer. Quand on relance l'entreprise, elle crée des emplois. Quand elle crée des emplois, il paye des salaires. Quand les salaires sont payés, les gens, ils ont de quoi acheter leurs propres besoins. Donc le pouvoir d'achat, il est là. Ils ont de quoi emprunter pour consommer et non seulement chercher à épargner ce qui leur reste. Donc le financement des entreprises, c'est le point basique. Sa Majesté, il a souligné un point trop important dans son discours en s'adressant aux banques. C'est leur rôle, il est trop important en ce moment. Ils n'ont pas réagi pour le moment. La Banque centrale marocaine, elle a fait une très belle initiative en baissant le taux directeur de 2,25 à 2% pour effectivement permettre à ces banques de prêter de l'argent de chez la Banque centrale à un taux qui est réduit pour pouvoir refinancer notre tissu économique. 57% maintenant des PME ils vont mettre la clé sous la porte. Donc, le rôle, moi je trouve que primo, le rôle des banques est trop important en ce moment pour aider notre tissu économique à retrouver sa santé financière. Parce que s'ils le retrouvent, même si les banques font des concessions en ce moment, ils seront gagnants. Ils étaient gagnants pendant des décennies et ils le seront après la crise. Donc il est temps de sacrifier un peu de leurs bénéfices, de leurs restrictions, de leurs obstacles pour les octrois de crédit et aider notre tissu économique à avoir cet esprit de patriotisme et aider ce tissu économique pour pouvoir devancer cette crise. Un deuxième point, c'est l'État. Il faut savoir que notre État a besoin, comme vous l'avez souligné, on a besoin d'injecter de l'argent dans notre économie. L'injection de l'argent dans l'économie, il vient à travers les crédits. J'ai beau entendre dire dans les réseaux sociaux que voilà pourquoi l'État s'endette, il faut savoir un point important. L'État s'endette parce qu'on a un pouvoir trop important au sein du Fonds monétaire international. Est-ce que vous savez qu'on a un pouvoir plus que celui de l'Italie et de nombreux pays européens? Parce que notre dette extérieure, il ne dépasse pas 75% de notre PIB et notre position que nous a octroyé les agences de notation qui sont Moody's, Fitch et Standard & Poor's, ils nous ont positionné en BBB-, ce qui veut dire que notre capacité de s'endetter auprès du Fonds monétaire international est trop importante. Parce que, pourquoi s'endetter? S'endetter parce qu'on doit de 1, injecter de l'argent dans l'économie pour l'aider à se reproduire, et de 2, parce qu'on a besoin de devises. On paye nos dettes en devises, on importe en devises. Est-ce que vous savez que avec cette sécheresse, le Maroc il est obligé d'importer 5 à 6 milliards de tonnes de blé? Ce qu'on importait à 170 $ ou 160 $, on va l'importer actuellement à 200 $. Ce qui fait un impact net et clair de 18 milliards de dollars. D'où est-ce qu'on va avoir cet argent? On n'est pas un pays productif, on ne crée pas de l'argent, on ne crée pas de la valeur ajoutée pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc l'endettement, c'est la seule et unique solution pour le moment pour pouvoir relancer notre économie. Et je reviens vers le rôle aussi des banques. Les banques, ils doivent, je ne sais pas si notre message peut arriver aux détenteurs de pouvoir dans ce pays, mais il faut inciter les banques à aider notre économie. Ce peuple, il a commencé à croire en son gouvernement. On avait une crise de confiance entre le peuple et le gouvernement. À partir de ces mesures qui ont été prises, le peuple, il a commencé à gagner, l'État plutôt a commencé à regagner la confiance du peuple. Ne la perdons pas. On est dans une phase de crise. On a montré que l'État, sous le haut patronage de notre roi Mohamed VI, a su faire face à cette crise. Donc il est temps de continuer sur cette voie et ne pas décevoir ce peuple qui a commencé à croire en son gouvernement et les politiques qu'a
qu'a initié son gouvernement. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais en tête parce que nos chers collègues, ils ont bien parlé d'un certain nombre de points que je voulais aborder, mais pas la peine de les redire. Euh, donc, peut-être pour conclure, je compte sur le civisme de nos téléspectateurs. C'est à eux de prendre le relais pour transmettre le message à leur famille. Si on n'a pas besoin de sortir et on n'a pas besoin d'exercer une activité et qu'on peut s'abstenir à sortir juste pour du fun ou pour nulle autre chose, on ne le fait pas. L'État, il peut ramener de l'argent, les banques peuvent vous prêter de l'argent pour booster votre économie, mais si votre civisme n'est pas là, on reviendra au point de départ. C'est pas l'argent maintenant qui Merci. compte. Merci, Monsieur Riza, pour votre intervention. C'est vrai, vous avez raison. Le citoyen, c'est vraiment le comportement du citoyen est beaucoup plus important d'autre chose. Même si l'État, en fait, fait, c'est-à-dire fournit beaucoup d'efforts pour limiter l'impact négatif de la crise pandémique, si le citoyen n'arrive pas à suivre en fait les mesures prises et appliquer correctement les mesures prises par l'État, donc il va y avoir un décalage entre les deux, à savoir les deux parties prenantes, l'État et les ménages, comme vous l'avez déjà expliqué. Votre intervention était très intéressante parce qu'elle a traité plusieurs points qui sont importants en relation avec les acteurs macro, c'est bien de dire, et c'est bien d'évoquer en fait le rôle des agents macroéconomiques dans ce circuit et comment peut-on limiter les conséquences de la crise pandémique en faisant référence c'est-à-dire aux rôles joués qui sont interreliés, si vous voulez, les rôles qui sont interreliés entre les ménages, l'entreprise, les institutions financières, monétaires, l'État, et après vous avez évoqué quelques exemples c'est-à-dire de l'endettement de l'État vis-à-vis du marché international et les institutions internationales monétaires comme FMI et autres. Bien. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à M. Rachid Tatouti pour traiter, que peut-on traiter? C'est toujours c'est-à-dire des leçons, c'est des leçons, c'est des solutions, si vous voulez, des recommandations en relation avec la pandémie Covid-19. Que peut-on tirer comme première leçon de la pandémie eu égard au contexte économique mondial? À vous la parole, M. Rachid Tatouti, s'il vous plaît. Donc, merci. Donc, tout d'abord, je tiens vivement à remercier Monsieur le doyen Rahim Tour et tous les collègues, les collègues et les amis professionnels qui ont accepté